On dit souvent que l'histoire est plus que de simples mots sur une page écrite. Pour diverses raisons, de nombreuses parties de notre passé se sont perdues ou confondues avec le temps, et la Première Guerre mondiale ne fait pas exception. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner 6 mystères de la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. Bienvenue à la guerre des mondes. Les guerres sont, bien sûr, remplies d'histoires d'atrocités, généralement présentées comme commises uniquement par les mains de l'ennemi. Mais plutôt que de supprimer ces récits, les autorités des deux côtés pendant la Première Guerre mondiale ont encouragé la diffusion généralisée de ces événements. Ils croyaient que cela alimenterait le ressentiment envers l'ennemi et inspirerait leurs hommes à ne jamais se retenir au combat. Que les histoires soient 100% vraies ou non, cela n'avait vraiment pas d'importance du tout. Malheureusement pour les historiens qui se penchent sur le conflit, parfois ces histoires peuvent laisser plus de questions que de réponses sur la conduite des soldats pendant la guerre. Pendant la bataille d'Ypres, en avril 1915, des rumeurs ont commencé à circuler qu'un soldat canadien avait été capturé par les troupes allemandes et avait subi une mort atroce. Le malheureux homme était cloué au mur d'une grange avec des baïonnettes enfoncées dans ses mains, le crucifiant efficacement avant que ses bourreaux ne lui ouvrent la gorge et enfin ne criblent son corps de balles. Cette atrocité a été apparemment perpétrée en même temps que le baïonnettage d'un certain nombre d'autres soldats canadiens capturés alors que les Allemands étaient contraints de se retirer. Le rapport de l'incident a provoqué l'indignation parmi les puissances alliées et il a même été mentionné plusieurs fois à la Chambre des communes britanniques. Les enquêtes ont abouti à des témoins qui se sont avancés et ont juré avoir vu l'homme crucifié. Maintenant, certaines de ces affirmations ont été plus tard démenties comme étant inexactes, soit délibérément, soit involontairement, mais une poignée de soldats ont continué à jurer qu'ils avaient vu le Canadien crucifié. Cependant, aucune documentation officielle n'existe sur cet incident et aucune photographie n'a été prise. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles l'histoire n'est rien de plus qu'une propagande alliée ou simplement une rumeur qui a pris une vie propre. Mais même si c'était juste une histoire de propagande, comment a-t-elle commencé? Et pourquoi les soldats témoigneraient-ils d'avoir assisté à l'événement? Cela peut sembler horrible, mais la guerre est pleine de ce type d'histoire. Si cela s'est produit, alors nous devons nous demander qui était le malheureux soldat et pourquoi ces ravisseurs ont estimé qu'il méritait une mort aussi horrible. Le soldat John Parr a le titre tragique d'être le premier soldat britannique tué pendant la Première Guerre mondiale, à la veille de la bataille de Mons, qui a commencé le 23 août 1914. Il a rejoint l'armée en 1912, ayant menti sur son âge. Il était à la veille de son 17e anniversaire lorsque sa vie lui a été arrachée. Cependant, depuis ce moment, il y a eu beaucoup de confusion sur comment et effectivement quand John Parr a été tué. On a longtemps pensé que le 21 août, il est tombé sur des éléments avancés de la cavalerie allemande alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance à vélo avec un autre soldat britannique. Les troupes allemandes ont tiré sur eux et Parr a donné l'ordre à son camarade de se replier pendant qu'il restait caché dans un fossé, essayant de résister aux Allemands aussi longtemps qu'il le pouvait. Une jeune fille belge a raconté plus tard comment elle avait vu un soldat allemand traverser son jardin pour tuer le soldat britannique. Cependant, des recherches effectuées dans les années après la guerre ont jeté le doute sur cette version de sa mort, car il n'y a aucun enregistrement allemand de troupes étant nulle part près de la zone au moment de la fusillade. Cela a conduit à un débat pour savoir si Parr était ou non la victime d'un tir ami, ayant été touché par d'autres troupes britanniques, françaises ou belges, souffrant de stress de guerre et voyant tout soldat comme une menace allemande. Une autre théorie intrigante est qu'il n'a pas été tué ce jour-là du tout, mais a survécu et est plutôt mort 2 jours plus tard, au début de la bataille des Monts.
Ceux qui soutiennent cette théorie soulignent le fait que les Allemands l'ont enterré au cimetière de Saint-Symphorien, à moins de 4 km et 800 mètres du lieu de la bataille. Si c'est vrai, cela lui enlève son titre de premier soldat britannique à tomber. La vérité est seulement davantage obscurcie par la mauvaise tenue des registres et la confusion de la part de l'armée britannique. En fait, de manière incroyable, John Parr était toujours répertorié sur les documents officiels de l'armée comme étant un soldat actif dans son unité jusqu'en janvier 1915. La vérité sur sa mort et s'il était vraiment le premier soldat britannique à tomber contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale restera probablement un mystère pour toujours. Le 9 octobre 1917, à 520 heures, 7 officiers et 78 hommes de la première division du 10e bataillon australien ont avancé sur les forces allemandes à Celtic Wood suite à un intense barrage d'artillerie lors de la bataille de Poelcapelle. Dans la mêlée féroce du combat qui a suivi, les troupes australiennes ont fait face à un feu ennemi intense et ont subi de lourdes pertes. Mais dans les suites de l'attaque, les commandants australiens ont constaté que 37 hommes n'avaient pas été comptabilisés. Ce n'est pas inhabituel dans le feu de la bataille, mais ce qui est inhabituel, c'est que ces hommes n'ont jamais été retrouvés, ni morts, ni vivants. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer cette disparition, mais aucune n'a été concluante. Certaines sources pensent que ces hommes n'ont simplement jamais existé en premier lieu et qu'ils ont été créés puis perdus suite à une erreur administrative. Une hypothèse pas déraisonnable, étant donné que les premiers rapports indiquaient que 71 hommes avaient disparu à Celtic Wood. Une suggestion plus macabre est que l'armée allemande les a capturés, les a massacrés, puis les a enterrés dans une fosse commune. Ceux qui adhèrent à cette théorie soulignent le fait que les Allemands n'ont pas de registre de l'attaque, ce qui a conduit certains à soupçonner une dissimulation du crime. En 2008, les chercheurs Chris Hench et Robert Kearney ont publié leur propre théorie pour expliquer la disparition, arguant que la zone était continuellement saturée par les obus d'artillerie britanniques et allemands. Étant donné la dévastation causée dans la région, les 37 hommes auraient au moins pu être pris dans le barrage et leurs corps si lourdement dévastés qu'il ne restait aucune trace d'eux. Quelle que soit la vérité, le mystère du 37e homme manquant continue de susciter des spéculations. La guerre fait ressortir le pire de l'humanité, transformant des gens ordinaires en personnes capables d'atrocités horrifiques. Cependant, il y a ceux qui peuvent être mieux adaptés pour tuer, à qui la guerre permet simplement de faire ressortir leur côté sombre, sous le prétexte de servir leur pays. En 1914, Béla Kish semblait être l'un des millions d'hommes à travers l'Europe qui ont répondu à l'appel de leur pays pour prendre les armes. Vivant dans un petit village juste à l'extérieur de Budapest, il a laissé sa maison sous la garde d'une gouvernante, Madame Jakubek, pendant qu'il partait combattre pour l'armée austro-hongroise. En 1916, le propriétaire de Kish a découvert qu'il stockait plusieurs fûts sur sa propriété qui semblaient contenir de l'essence, une ressource de plus en plus précieuse sous la contrainte de la guerre. Lorsque des soldats de passage avaient besoin de carburant, le gendarme de la ville les a conduits à la propriété de Kish, où ils ont procédé à l'ouverture de l'un des tonneaux malgré les protestations de Madame Jakubek. À leur horreur, ils ont découvert le corps d'une femme à l'intérieur qui avait apparemment été étranglée et laissée là depuis avant le début de la guerre. Les examens des barils ont révélé des sites tout aussi macabres avec un total de 24 victimes qui avaient été gardées sur la propriété. Croyant qu'elle était une complice, Madame Jakubek a été arrêtée et interrogée par la police, bien qu'au final elle ait été relâchée sans aucune accusation. Pendant ce temps, les autorités militaires ont été contactées pour vérifier si Kish était toujours en vie, et il a finalement été retrouvé dans un hôpital en Serbie. Cependant, réalisant que ses crimes avaient rien été découverts, il a réussi à dérouter les enquêteurs en échangeant son identité avec celle d'un soldat mort, lui permettant de disparaître dans l'histoire. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à Béla Kish et il a fasciné les historiens militaires et criminels depuis lors. Des enquêtes sur sa vie avant la guerre ont révélé qu'elle avait été fascinée par l'occulte, certaines de ses victimes ayant été vidées de leur sang.
Certains ont même théorisé qu'elle pratiquait le vampirisme. Il a également été suggéré qu'elle avait eu une liaison incestueuse avec sa mère, et cela a conduit à des difficultés pour elle à former des relations durables avec les femmes. Elle avait été mariée et divorcée 2 fois avant 1914. Il a été découvert qu'elle attirait les femmes chez elle par le biais d'annonces pour cœurs solitaires et qu'elle avait escroqué beaucoup d'entre elles en leur soutirant leur argent avant de les tuer et de cacher leur corps dans des tambours, un modus operandi qui caractériserait plusieurs tueuses en série au siècle suivant. Malgré de nombreuses observations signalées de Bella Kish dans les années après la guerre, aucune n'a été confirmée, laissant ainsi 2 questions brûlantes sans réponse pour toujours. Premièrement, où est-elle allée? Et deuxièmement, a-t-elle arrêté de tuer après avoir disparu? Avec le déchaînement du terrifiant U-boot sur les flottes marchandes alliées, la Première Guerre mondiale a connu une destruction sans précédent des navires en mer. En tant que nation insulaire, la Grande-Bretagne a presque été réduite à la soumission par la guerre sous-marine allemande non restreinte, qui était sans doute plus efficace que les efforts similaires d'Hitler 20 ans plus tard. Ainsi, il n'était pas rare que les navires disparaissent simplement en mer. On a appris qu'après la guerre qu'ils avaient été coulés par une torpille tirée d'un sous-marin allemand. Cependant, il y a également eu des incidents de navires qui disparaissent simplement sans aucune explication. La célèbre disparition du United States Ship Cyclops pendant la Première Guerre mondiale est un exemple de cela. Le mystère le plus déroutant, cependant, concerne la disparition non pas d'un navire, mais de son équipage. Le 17 septembre 1917, une grande barge à voile a été trouvée échouée sur la pointe de Roselle en France. Après une inspection plus approfondie, il a été découvert que c'était la Sabrina, qui était impliquée dans le transport de charbon entre l'Angleterre et la France. Mis à part quelques voiles légèrement enchevêtrées, elle était en parfait état. Cependant, l'équipage était introuvable, et il ne le serait plus jamais. Depuis lors, des théories ont émergé quant à ce qui aurait pu se passer. L'une des plus courantes étant que lors d'un mauvais temps, l'équipage a été emporté par-dessus bord. Cependant, c'est une circonstance très improbable. Tous par-dessus bord, tous en même temps, et le navire n'a pas pris une égratignure. Alternativement, il a été supposé que l'équipage a été attaqué par des sous-marins allemands, conduisant l'équipage à abandonner le navire, puis à succomber aux eaux froides de la Manche. Cependant, cela ne semble pas tenir la route. Encore une fois, le navire était intact, sans signe d'attaque. Il est possible que les sous-marins allemands aient fait surface et ordonné aux hommes d'abandonner le navire avant de le couler, mais cette pratique de la guerre sous-marine avait depuis longtemps disparu en 1917. Les sous-marins sont vulnérables à la destruction chaque fois qu'ils font surface. Après que l'équipage a abandonné le navire, le sous-marin allemand aurait alors pu tirer et manquer sa cible ou être chassé par l'arrivée des navires de guerre alliés. Mais dans les 2 cas, pourquoi l'équipage n'a-t-il pas tenté de retourner à bord du navire? Et pourquoi, après tout ce temps, aucun corps n'a-t-il été trouvé? Certaines théories plus extravagantes concernent l'équipage, étant des agents britanniques ou même allemands tentant de s'infiltrer en France, bien qu'aucune preuve n'ait jamais été produite pour soutenir cela, et le Sabrina reste l'un des grands mystères maritimes. Le 11 novembre 1918, les armes se sont tues à travers l'Europe, alors que la guerre touchait enfin à sa fin. Mais cela ne signifiait pas que chaque soldat est rentré chez lui immédiatement. Au début, beaucoup de troupes ont été retenues près des lignes de front en cas de reprise des hostilités, puis pour superviser le retrait et le désarmement des forces allemandes. Pour les soldats de l'Empire britannique, il y a alors eu une période de transition où beaucoup d'entre eux devaient rester dans des camps en attendant que des navires de troupes soient disponibles pour les ramener chez eux. L'un de ces camps temporaires était le parc Kinel au nord du pays de Galles, où 17 000 soldats canadiens étaient logés en attendant de rentrer chez eux. Après l'euphorie de la victoire et la promesse d'un billet de retour à la maison, l'arrivée dans le camp humide, boueux et mal équipé
a porté un coup massif au moral des troupes canadiennes. La situation a été aggravée par le fait que le camp était dirigé par des officiers britanniques que les Canadiens estimaient tout simplement ne pas comprendre leur situation et leur détresse. Avec des hommes dormant sur les sols, une grippe se propageant de manière incontrôlée parmi eux, des officiers britanniques les faisant entreprendre des activités de travail physique hors de la base et le soupçon qu'ils étaient délibérément retenus en Grande-Bretagne parce que les autorités britanniques craignaient une insurrection communiste dans des villes proches comme Liverpool, les Canadiens ont commencé à former des comités de grève pour faire entendre leur voix par les autorités. Au début, il y avait une certaine hésitation à participer à CU qui était effectivement une mutinerie, mais lorsque l'on a appris que les navires qui étaient destinés à les ramener chez eux avaient été réaffectés pour transporter en premier lieu des troupes américaines, la colère a éclaté parmi les hommes. Le 4 mars 1919, une émeute a éclaté dans le camp que les officiers en charge ne pouvaient pas contrôler. Pendant une orgie de 2 jours de pillage et d'émeutes, les troupes ont pénétré dans les messes des officiers et des sergents, et les magasins à proximité ont été pillés de nourriture, d'alcool et de tabac. Ceux qui ont participé à l'émeute ont déclaré que les magasins étaient ciblés en représailles contre les commerçants qui leur facturaient des prix exorbitants et qui étaient, à leur avis, coupables de profiter de la situation. Un chauffeur de camion, mécontent de son timing, qui est entré dans la base alors que l'émeute commençait, a découvert que les fûts de bière qu'il livrait avaient été volés alors qu'il franchissait les portes. Les autorités ont supplié les hommes de cesser les agressions olfactives et leur ont promis qu'ils seraient bientôt renvoyés chez eux, mais la foule en colère s'est acharnée sur eux, écrasant à mort un major canadien qui avait reçu la croix de Victoria pendant la guerre pour la valeur. Avec les communautés environnantes terrifiées à l'idée que les émeutiers s'en prennent à leur maison, des troupes de cavalerie ont été amenées pour rétablir l'ordre. Au bout de 48 heures, la mutinerie de Kinmel Park était terminée et 24 hommes, identifiés comme meneurs, ont été arrêtés et ont reçu des peines allant jusqu'à 10 ans. Au final, 5 hommes étaient morts, y compris le major. Mais la question de savoir comment ces autres hommes sont morts fait l'objet de débats depuis. Il est probable qu'ils aient été pris dans le chaos de l'émeute qui éclatait alors que des coups de feu étaient échangés entre les émeutiers et les gardes. Mais certains des hommes ont été retrouvés avec des blessures causées par des baïonnettes et des violences physiques. Cela a conduit à la spéculation que les émeutes ont donné à certains hommes avec de vieux comptes à régler, le couvert pour commettre un meurtre. Sans une enquête approfondie sur leur mort, les autorités préférant plutôt étouffer l'affaire le plus rapidement possible, la vérité ne sera probablement jamais connue. De plus, certains de ceux qui étaient impliqués dans les émeutes prétendent que le bilan officiel des morts était un mensonge et qu'il y avait beaucoup plus de personnes tuées dans la violence. En effet, un article de journal local de l'époque indiquait que 12 personnes avaient été tuées lors de l'émeute, bien qu'on ne sache pas d'où ils ont obtenu ce chiffre. Quelle que soit la vérité sur Kinmel Park, l'histoire reste un récit tragique des conséquences de la Grande Guerre et un rappel poignant que la souffrance de la guerre ne se termine jamais avec la guerre elle-même. Et voici 6 mystères de la Première Guerre mondiale. Même si la vérité entière derrière ces histoires ne sera probablement jamais connue, chacune à sa manière nous en dit plus sur le grand cataclysme de l'histoire qu'était la Première Guerre mondiale. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.